Je suis Daredevil. On a parlé de Frank Castle, d'un homme qui a décidé de rester dans la mort, d'un homme qui court depuis des années sans jamais vraiment savoir vraiment vers quoi. Et je t'avais promis que cette série de vidéos allait continuer. Donc aujourd'hui, on parle de l'autre. Celui qui partage le même univers, la même ville, les mêmes rues. Celui qui regarde Frank Castle faire ce qu'il fait et dit non. Pas par lâcheté, par conviction. Matt Murdock, Daredevil. Et je vais te dire un truc qui risque de te surprendre. Matt Murdock, c'est peut-être le personnage le plus autodestructeur de tout l'univers Marvel. Et non, c'est pas Frank Castle. Lui au moins, il est honnête là-dessus. Matt, lui, se détruit en pensant faire le bien. Et c'est beaucoup plus difficile à regarder. Parce que Matt Murdock, il a tout pour réussir. L'intelligence, les compétences, la foi, des gens qu'il aime. Et il détruit tout, méthodiquement, avec une sincérité absolue et sans même s'en rendre compte. Et le pire, bah il recommence à chaque fois. Alors pense à t'abonner, liker, commenter et à booster la vidéo pour me soutenir, parce qu'aujourd'hui, on va tout couvrir, de Daredevil saison 1 jusqu'à la fin de Born Again saison 2. The Defenders et une apparition dans un film Spider-Man qui semble anodine, bien qu'en réalité, elle nous dit tout ce qu'on a besoin de savoir sur la transition de ce personnage. C'est parti. La première image de Matt, notre Matt actuel dans la série, c'est lui en train de se confesser. Pas en costume, pas en train de se battre à genoux, dans le noir, face à un prêtre. Et il dit quelque chose de très particulier. Je ne viens pas me repentir de ce que j'ai fait à mon père, mais demander qu'on me pardonne ce que je m'apprête à faire. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est la première réplique qui nous parle du personnage à l'heure actuelle. Et c'est tout Matt Murdock en une phrase. Il prie pas pour être absous de ses péchés passés, il prie pour avoir la permission de pécher à nouveau. Évidemment, le prêtre ne lui donne pas cette permission, mais ça ne change rien. Matt va le faire quand même. La foi de Matt Murdock, c'est pas un guide moral, c'est un système de gestion de la culpabilité. C'est la première chose inconfortable que la série te montre sur lui. Parce que Matt utilise sa religion comme d'autres utilisent la thérapie, l'alcool ou le sport à 5h du mat. Pour tenir. Pas pour changer. Maintenant, petit contexte. Matt Murdock est avocat à Hell's Kitchen. Aveugle depuis l'enfance, un accident de camion-citerne, des produits chimiques dans les yeux, et en échange, une hypertrophie de tous les autres sens. Il entend les battements de cœur, il sent la transpiration qui trahit le mensonge, il perçoit l'espace autour de lui comme une espèce de sonar organique. Le jour, il défend les gens que le système a abandonnés, la nuit, il casse des bras dans des ruelles sombres. Et il voit pas la contradiction. Ou plutôt, il la voit, il en fait juste quelque chose de différent. Il en fait une vocation. Je suis vraiment un bâtard à dire qu'il voit en boucle. Foggy Nelson est là depuis le début. Son associé, son meilleur ami depuis la fac de droit. Quelqu'un qu'il connaît mieux que n'importe qui, et qui ne sait pas qu'il est Daredevil. Et Karen Page arrive. Une secrétaire, un témoin gênant dans une affaire qui la dépasse. Quelqu'un que Matt et Foggy sauvent, et qui finit par les rejoindre. Ces deux-là vont passer les 2 prochaines saisons à aimer Matt de toute leur force. Et Matt va passer les 2 prochaines saisons à ne pas vraiment les laisser faire. L'antagoniste principal de Daredevil et de Matt Murdock, Wilson Fisk, arrive en milieu de saison 1. Et la série, elle fait un truc brillant avec lui. Elle te le présente comme un homme amoureux avant de te le présenter comme un criminel. Tu le vois vulnérable, maladroit, sincère avec Vanessa, avant de voir ce qu'il fait à ses ennemis. Et ce parallèle avec Matt, il est intentionnel. 2 hommes qui aiment Hell's Kitchen. 2 hommes qui pensent que la violence est parfois nécessaire pour protéger quelque chose. 2 hommes incapables de séparer ce qu'ils sont de ce qu'ils font. La différence, Fisk assume la contradiction et s'en sert pour gérer une mafia. Matt se confesse. Et c'est pour ça que leur rivalité fonctionne aussi bien depuis plus de 10 ans. Pas parce qu'ils sont opposés, parce qu'ils sont des reflets déformés l'un de l'autre. La fin de la saison 1 est propre. Fisk est arrêté, Matt enfile le costume rouge iconique, Hell's Kitchen respire. Sauf que Matt, lui, il respire pas, parce qu'il vient de trouver quelque chose qui justifie tout. Et les gens qui trouvent quelque chose qui justifie tout, bah ils s'arrêtent jamais. Avant de continuer, faut s'arrêter sur Foggy. Parce que Foggy Nelson, c'est peut-être le personnage le plus important de tout l'arc de Matt Murdock, et certainement le plus sous-estimé. Foggy, c'est pas le comic relief, enfin si un petit peu, mais c'est surtout la seule personne dans la vie de Matt qui lui dit la vérité à chaque fois sans détour. Karen, elle l'aime, elle veut protéger. Elektra, elle l'aime, elle veut le libérer. Stick l'a formé, il veut l'utiliser. Foggy, lui, juste, il l'aime. Comme un ami. Sans condition particulière, sans raison cachée. Et Matt lui ment pendant une saison entière. Et quand Foggy découvre le secret de Matt Murdock, de Daredevil, il trouve Matt à moitié mort dans son appartement. Ce qui se passe dans cette scène, elle est extraordinaire. Matt ? Foggy est pas juste blessé que Matt lui ait caché quelque chose. Il est blessé de réaliser qu'il ne connaissait même pas vraiment son meilleur ami. Qu'est-ce que je sais de Matt Murdock après tout ? Tu m'as recousu. Non, c'est ton amie l'infirmière. Tu m'as demandé de l'appeler après avoir failli me coller une baffe parce que je voulais t'emmener à l'hosto. Elle est super belle cette nana. Mais je suppose que je t'apprends rien, hein ? Foggy. Dis-moi juste un truc, Matt. Est-ce que t'es vraiment aveugle ? Et Matt, il a pas de réponse. Pas parce qu'il sait pas quoi dire, mais parce que la vraie réponse, elle est trop inconfortable. Matt a pas caché Daredevil à Foggy pour le protéger. Il l'a caché pour se protéger lui.
Parce que si Foggy savait, il pourrait vraiment le voir, vraiment le connaître. Et le connaître vraiment, ça voudrait dire que Matt aurait à accepter qu'on puisse l'aimer malgré tout. Et Matt, il croit pas mériter d'être aimé sans condition. C'est le même mécanisme que Frank Castle. Sauf que Frank, il sait et il l'assume. Matt, lui, se raconte qu'il protège les gens qu'il aime. Alors qu'au final, il les tient simplement à distance pour ne pas avoir à les laisser rentrer. La fin de saison 2, qu'on va aborder juste après, elle fracture officiellement leur amitié. Foggy part, le cabinet ferme, Matt reste seul, ce qu'il a d'une certaine façon toujours voulu. Pas parce qu'il préfère la solitude, mais parce que la solitude au moins, on peut pas vous la prendre. La saison 2 arrive donc avec deux personnages qui vont chacun à leur façon mettre le doigt sur quelque chose que Matt refuse de regarder. Frank Castle, on en a parlé, du point de vue de Frank. Mais du point de vue de Matt, le débat sur le toit, c'est pas juste une discussion philosophique. C'est quelqu'un qui lui dit en face une chose qu'il entend sans l'écouter. Tu veux savoir ce que je pense de toi, le héros? Je pense que t'es une demi-portion. Je pense que t'es un mec qui arrive pas à boucler une mission. Pour moi, t'es qu'un dégonflé. Et y a un truc que t'arrives vraiment pas à supporter. C'est qu'il suffirait de très peu de choses pour que tu sois comme moi. Et Matt, je te l'ai dit, il répond avec ses valeurs, sa foi, ses principes, ses convictions. Parce que la question de Frank est pas « est-ce que tuer c'est bien ou mal ?» Sa question c'est « tu t'es jamais demandé pourquoi tu fais vraiment ça ?» Et Matt, non, il se l'est jamais demandé. Il fait ça parce que son père était boxeur et qu'on l'a tué pour avoir refusé de plonger. Parce que Stick lui a appris que la violence pouvait être une forme de protection. Parce qu'une ville entière souffre et qu'il peut faire quelque chose. Toutes ces raisons sont vraies. Et aucune d'elles est la vraie raison. La vraie raison, c'est Elektra qui l'a dit le mieux. Pas avec des mots, mais avec ce qu'elle est. Alors, qui c'est? Je te fais un débrief rapide. C'est son ex de la fac, celle qui lui a appris que la violence pouvait être plaisante, et qui l'a terrifié de cette découverte. Parce que Matt aime se battre, mais pas parce que c'est nécessaire. Pas seulement pour protéger les innocents. Parce qu'il aime ça. Et Elektra est la seule qui le sait, la seule qui le lui dit, la seule qui l'aime précisément pour cette partie-là de lui qu'il passe son temps à réprimer, à confesser, à excuser. Arrête, t'as toujours cru que tu lisais en moi comme dans un livre ouvert, mais c'est faux. Et ça n'a jamais été le cas. Il y a toujours eu cette part de ténèbres en toi. Non. Eh oui. C'est pour ça que je t'aimais. Et que toi aussi tu m'aimais. Et ne me dis pas que c'est faux. Je t'en prie. C'est peut-être une des répliques les plus sincères sur qui est Matt Murdock. Mais Matt, il la rejette, parce que accepter qu'Elektra ait raison, ça voudrait dire accepter que Daredevil ne soit pas juste un outil de justice, que c'est aussi, et peut-être même surtout, un exutoire à sa violence. Matt Murdock n'est pas devenu Daredevil malgré sa noirceur. Il l'est devenu grâce à elle, et le costume est autant une façon de l'exprimer que de le cacher. La fin de saison 2 tue Elektra, la fait mourir dans ses bras. Et Matt, pour la première fois, révèle son identité à Karen. Pas parce qu'il est prêt, mais parce qu'il a plus le choix. La ville est en feu, la main est là, il a besoin qu'elle sache. C'est la façon dont Matt partage ses vérités, sous la contrainte, à la dernière seconde, quand garder le secret coûte plus cher que de le révéler. Pas par choix, mais plutôt par capitulation. Et là, tu pourrais t'attendre à ce que je te parle de la saison 3 de Daredevil. Mais bah non, pas tout de suite. Avant ça, on a The Defenders. Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist et Matt Murdock. 4 personnages qui, de base, n'ont rien en commun à part New York et leur incapacité à laisser les gens souffrir. Et cette série, bien qu'elle ait été annulée après une saison, fait un truc très intéressant avec Matt. Elle le met en situation de devoir travailler avec d'autres personnes comme lui. Et elle montre que Matt Murdock est fondamentalement incapable de le faire. Pas parce qu'il est arrogant, pas parce qu'il méprise Jessica, Luke ou Danny, parce que Matt Murdock, il fonctionne tout seul. Toute son architecture psychologique est construite autour de la solitude. Le secret, le contrôle de l'information, la décision unilatérale. Et dans The Defenders, il peut pas faire ça. Je suis désolé, c'était une erreur de ma part, je m'en vais. Et tu vas où? Je veux pas faire partie de ce truc. Jusqu'à preuve du contraire, t'en fais déjà partie. Faut qu'on se mette tous autour d'une Je table. te connais pas et je te dois rien. Et moi, j'ai pas confiance en toi. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Rien du tout. Et j'ai absolument rien à foutre de cette ancienne organisation. Moi, tout ce que je veux, c'est boucler mon enquête. Et en juger par votre manque de solidarité, je pense que vous voulez la même chose que moi. À vous de jouer, Murdock. Jessica Jones lui dit dans les yeux qu'il a un problème. Luke Cage lui dit qu'il fait confiance à personne. Et Matt, évidemment, cache quelque chose, oui, tout à fait. Il cache qu'Elektra est de retour, vivante, réanimée par la main, transformée en Black Sky. Et qu'il essaie en parallèle de ça, de la sauver. Ce qui est, convenons-en, une information légèrement pertinente quand on est en train de se battre contre la main. Mais Matt, il dit rien. Parce que dire quelque chose, ça voudrait dire perdre le contrôle de la situation. Laisser les autres décider à sa place. Et Matt Murdock peut pas déléguer sa culpabilité. Il veut sauver Elektra lui-même, parce qu'il se sent responsable de ce qu'elle est devenue. Parce qu'il se dit que si quelqu'un d'autre s'en charge, il peut plus expier. Parce qu'il se dit qu'à la fin de la saison 2, c'est de sa faute si elle est morte. Et ça, c'est le mécanisme central de tout le personnage. Matt Murdock a besoin de porter ses croix lui-même.
Pas parce qu'il pense être le seul capable, mais parce qu'il pense que la souffrance est son seul langage d'amour. À la fin de The Defenders, le bâtiment s'effondre, Elektra meurt dans ses bras pour la 2e fois, mais Matt reste à l'intérieur, et tout le monde le croit mort. Il est recueilli par des sœurs, vivant, brisé, mais quelque part soulagé, parce que pendant quelques semaines, Matt Murdock peut arrêter d'être Matt Murdock. Et c'est la vraie pause qu'il s'accorde de toute la série. Évidemment, si Matt apparaît dans The Defenders, on pourrait se dire qu'il apparaît directement dans Jessica Jones, Luke Cage ou The Punisher, ou encore dans Iron Fist. Mais c'est pas le cas. Par contre, son influence, elle est partout. Dans Jessica Jones, c'est le cabinet Nelson et Murdock, qui est référencé comme les avocats qui défendent les cas impossibles. Matt existe dans cet univers comme une idée avant d'être un personnage à part entière. Dans The Punisher, Karen Page, qui est toujours liée à Matt, est le pont entre les deux séries. Et ce qu'on voit de Matt à travers Karen dit quelque chose, il lui manque. Elle l'aime encore, et elle sait que l'aimer, c'est s'exposer à être abandonné à nouveau. Ce que les autres personnages de cet univers disent de Matt sans le nommer, je vous le dis tout de suite. Luke Cage choisit sa communauté, il reste, il construit. Jessica Jones choisit la survie, elle endure. Frank Castle choisit la guerre, il court. Matt Murdock, lui, choisit le sacrifice. À chaque fois qu'il a une option qui coûte moins, il prend celle qui coûte plus. Et dans un univers plein de gens brisés qui font de leur mieux, Matt est le seul qui semble chercher activement la douleur. Pas la violence. La douleur personnelle, comme si souffrir était la seule preuve qu'il existait vraiment. Maintenant, on passe à la saison 3. Elle commence dans un sous-sol d'église. Matt Murdock est vivant après The Defenders, comme je te l'ai dit, mais à peine. Et surtout, il veut plus être Matt Murdock. C'est ultra important de comprendre ça, parce que la plupart des héros Marvel et des héros en général traversent une phase où ils doutent d'eux-mêmes. Matt, lui, traverse une phase où il pense sincèrement que son existence entière est une erreur. Il est cassé physiquement, ses sens dysfonctionnent, il saigne, il entend mal, il perd le contrôle, et au lieu de voir ça comme un problème à résoudre, il y voit presque une punition méritée. Matt Murdock ne traverse jamais la souffrance comme un accident, il la traverse comme une confirmation. Confirmation qu'il est fautif, confirmation qu'il doit payer quelque chose, confirmation qu'il n'a jamais eu le droit d'espérer une vie normale. Et la saison 3 pousse cette logique à son point le plus dangereux, parce que Matt commence à croire que Matt Murdock est le vrai problème, que Daredevil est la seule chose honnête en lui. Matt Murdock est mort. La phrase revient plusieurs fois dans la saison, et elle n'est pas symbolique. Il veut abandonner Foggy, Karen, le droit, la possibilité d'être aimé autrement que comme une arme. Le costume noir improvisé revient, pas le rouge, pas l'icône, le noir. Comme si Matt régressait volontairement vers quelque chose de plus brut, plus violent, moins humain. Et pendant ce temps-là, Fisk sort de prison, encore. Mais cette fois, la série fait quelque chose de génial avec lui. Elle montre un Fisk qui gagne sans frapper personne. Manipulation du FBI, corruption, contrôle narratif, image publique. Wilson Fisk comprend quelque chose que Matt refuse encore d'accepter. Dans le vrai monde, la violence physique n'est pas toujours l'arme la plus efficace. Et c'est là qu'entre Benjamin Poindexter, Bullseye. Parce que Bullseye, c'est le cauchemar psychologique absolu de Matt Murdock. Pas juste un tueur extrêmement dangereux, un homme sans centre moral. Quelqu'un qui a besoin qu'on lui dise qui être. Quelqu'un qui transforme sa douleur en obéissance. Et Fisk le façonne exactement comme Stick avait façonné Matt. Bullseye est ce qui arrive quand quelqu'un de brisé rencontre un mentor qui exploite sa souffrance au lieu de la contenir. Et le pire, c'est que Matt le comprend immédiatement, parce que il se reconnaît en lui. Pas dans le meurtre évidemment, mais dans le vide. Dans cette idée terrifiante qu'une personne peut devenir n'importe quoi si elle souffre assez longtemps. Puis arrive le coup de génie de la saison. Bullseye porte le costume de Daredevil. Et soudain, des innocents voient Daredevil tuer des gens. Pas Bullseye, Daredevil. La série attaque directement le cœur de l'identité de Matt. Si quelqu'un peut porter ton masque et devenir un monstre, alors ton symbole, il valait quoi exactement? Matt panique parce qu'il comprend une chose horrible. Le costume ne garantit rien. La règle, la morale, les principes, tout ça existe uniquement parce que lui les maintient chaque jour avec une violence mentale permanente. Et c'est épuisant. La relation avec Karen dans cette saison, elle est essentielle aussi. Parce que Karen est probablement la seule personne qui voit Matt entièrement. Pas juste l'avocat, pas juste Daredevil, les deux. Et elle continue malgré tout. Alors que Matt, lui, il passe une bonne partie de la saison à essayer de la repousser, encore et encore. Parce qu'à ce stade, c'est devenu son réflexe naturel. Dès que quelqu'un l'aime réellement, il crée de la distance. Matt Murdock croit profondément que les gens sont plus en sécurité quand ils l'aiment de loin. Le climax de la saison, il est fascinant, parce qu'il pousse enfin Matt jusqu'à la ligne. Il veut tuer Fisk. Pas symboliquement, pas peut-être, pas si nécessaire, il veut sincèrement le tuer. Et honnêtement, tu comprends pourquoi. Fisk a détruit sa vie, corrompu le FBI, transformé Bullseye en arme vivante, a fait de Daredevil un tueur, menacé Karen et Foggy, encore une fois. Tout ce que Matt croyait protéger s'effondre. Et là, pendant quelques secondes, Frank Castle avait raison depuis le début. Le problème, c'est que Matt le sait également. Et c'est précisément pour ça qu'il s'arrête. Pas parce que Fisk mérite de vivre. Pas parce que Matt pense que le système va miraculeusement fonctionner cette fois. Il s'arrête parce qu'il comprend quelque chose de terrifiant. S'il tue Fisk maintenant, il le fera pour lui-même. Pas pour Hell's Kitchen, pas pour les innocents, pas pour la justice, mais pour le soulagement. Et Matt refuse de devenir quelqu'un qui tue pour se sentir mieux. La saison 3, c'est l'histoire d'un homme qui découvre qu'il est beaucoup plus proche du vide qu'il le pensait. Qui découvre que Frank Castle avait totalement raison. La fin semble presque optimiste. Foggy et Karen reviennent, le cabinet renaît, Fisk retourne en prison,
Et pour la première fois depuis longtemps, Matt sourit presque normalement. Mais le plus important, c'est pas Fisk, c'est pas Bullseye, c'est pas cette victoire, c'est que Matt accepte enfin une idée minuscule, mais révolutionnaire pour lui. Peut-être qu'il peut être Matt Murdock et Daredevil, pas l'un contre l'autre, pas l'un à la place de l'autre, les deux. Évidemment, tu t'en doutes, ça durera pas. Et je pourrais te parler de la saison 4, mais il y en a pas en fait. Netflix a annulé tous les programmes Marvel, et c'est chiant. Mais Matt revient en 2021, enfin dans Spider-Man No Way Home. Matt Murdock apparaît pendant 2 minutes dans la cuisine de Tante May. Avocat de Peter Parker, costume 3 pièces, sourire prudent. Et quelqu'un lance une brique à travers la vitre. Matt l'attrape, sans regarder, sans bouger la tête. Juste une main qui se lève et qui attrape la brique. Peter le regarde, intrigué. Et Matt il dit juste « Je suis un excellent avocat. » 2 minutes, une scène, pas de costume rouge. Et c'est peut-être la scène la plus importante du personnage depuis la saison 1 Netflix. Parce que ce moment, ce simple moment, il dit 3 choses simultanément. Petit 1, Matt Murdock existe dans le MCU, c'est officiel, la question est réglée. Petit 2, Matt Murdock est capable de fonctionner sans costume. Il peut être quelqu'un en dehors de Daredevil. C'est peut-être banal dit comme ça, mais c'est quelque chose que la série Netflix mettait constamment en doute, encore plus avec la saison 3. Et dernier point, et le plus intéressant, il cache encore qu'il est Daredevil. Là où il était prêt à vivre les 2 identités en même temps, il le cache toujours. Je suis un très bon avocat. Pas je suis aveugle et j'ai des capacités sensorielles hors normes. Pas oui je suis Daredevil, bonjour. Même ça il le révèle pas à Peter Parker qui est également un super-héros. Il trouve une demi-vérité en 1 seconde. L'instinct du secret est tellement intégré que même dans une cuisine face à un ado, il joue encore un rôle. Matt Murdock peut sortir du costume, mais il peut pas sortir du masque. Et c'est exactement là où Born Again va le prendre. Quand la saison commence, Matt il a tout perdu. Son cabinet est fermé, Foggy est parti et il reviendra plus. Il est tué dès le premier épisode par Bullseye. Karen prend sa distance et Fisk est devenu maire de New York. Ce dernier point, il mérite qu'on s'y arrête. Parce que Fisk maire, pour Matt, c'est pas juste un problème politique. C'est une insulte cosmique. Matt a consacré des années à arrêter cet homme. 2 fois, le système l'a relâché. Et maintenant, ce même système l'a mis au pouvoir. Et Matt doit regarder ça avec ses super sens et sa foi intacte et se demander très sincèrement si Dieu a un sens de l'humour particulièrement cruel. La saison 1 de Born Again montre un Matt qui reconstruit. Il reconstruit pas Daredevil. Il reconstruit Matt Murdock. Il reprend du droit, il essaie de fonctionner dans les limites du système, il cherche une façon de faire le bien sans le costume et sans le masque. Et progressivement, il comprend que c'est pas possible. Pas parce que le système ne marche pas, mais parce que lui ne fonctionne pas sans le costume. Matt Murdock, avocat sans Daredevil, c'est quelqu'un qui voit le problème et qui ne peut pas intervenir. Et pour Matt, voir sans intervenir, c'est une forme de torture. Le costume n'est pas ce qu'il fait, c'est ce qu'il est. Et il y a une chose intéressante dès l'épisode 1, par rapport à la mort de Foggy. On voit Matt dans un café, qui discute avec Wilson Fisk. Ils se revoient un peu comme, bizarrement, 2 vieux amis. Alors le dialogue est pas forcément amical, hein. Il reste cordial, mais ils se revoient comme 2 vieux amis. À propos de ton ami, je n'y suis pour rien dans sa mort, j'ai tenu ma promesse. Mais maintenant, le caïd est de retour. Non, pas du tout. Pendant mon exil, disons que je me suis aventuré sur des chemins de traverse et au bout, j'y ai trouvé un homme nouveau. Le maire de New York. Bientôt. Et ce qui aurait été vraiment beaucoup plus simple pour Matt, ça aurait été de savoir que Fisk avait lui-même fait tuer Foggy. Mais c'est pas le cas. Et la saison 1 de Born Again, peu importe sa qualité d'écriture, nous ramène Matt Murdock à un état de capitulation envers sa propre nature. On voit très peu le costume, mais il finit par remettre le masque, il reconstruit une résistance contre Fisk, avec les moyens du bord et les gens qui restent. Et on voit Frank Castle en scène post-générique, qui brise un bras dans une cage. Et là arrive la saison 2 de Born Again, et merci Marvel cette fois, c'est la saison où Matt fait enfin quelque chose de vraiment nouveau. Pas une nouveauté narrative, mais une nouveauté psychologique. Il choisit de se détruire publiquement pour sauver quelqu'un d'autre. Et la différence avec ce qu'il a toujours fait, c'est la suivante. Avant, Matt, il se sacrifiait dans l'ombre, seul, sans que personne sache vraiment ce que ça lui coûtait. Toute la saison est une guerre permanente contre Fisk. Avec sa loi anti-justicier et tous les agents de la VTF, ça devient une horreur pour lui d'être Daredevil. Et pourtant, en plein tribunal, devant des juges, des jurés, des journalistes, des agents de la VTF et Fisk, il se lève et il dit « Je suis Daredevil ». Il lance sa canne à travers la pièce et derrière, tout est enfin mis à plat. Les gens savent qui est Fisk. Est-ce qu'il fait encore? Les gens savent qui est Matt Murdock. Est-ce qu'il fait encore? Et la saison finit sur lui et Karen qui se disent qu'ils s'aiment et Matt attend les menottes parce qu'il va enfin répondre de tous les crimes de sa part d'ombre. Maintenant la question évidente c'est pourquoi? La réponse est tout autant évidente. C'est pour libérer Karen, pour détruire Fisk, pour la justice. C'est pour ça qu'il a eu ce déclic psychologique. C'est vrai, tout ça est vrai, mais il y a une réponse moins confortable que la série elle laisse flotter, sans la dire explicitement. Matt n'a jamais autant ressemblé à lui-même qu'à ce moment. Pas Daredevil, mais à Matt Murdock,
Quelqu'un qui croit si profondément qu'il doit payer pour faire le bien qu'il a construit sa vie entière autour de ce principe. Et cette révélation publique, l'arrestation, la prison qui suit, la perte de tout ce qui reste de sa vie civile, c'est la plus grosse fracture qui soit jamais présentée à travers lui-même. Et il la paye avec quelque chose qui ressemble presque à du soulagement. Matt Murdock ne sait pas être heureux d'une victoire qui ne lui coûte rien. Alors il s'arrange toujours pour que ça lui coûte quelque chose. Mais la relation avec Karen, dans cette saison, elle mérite qu'on s'y attarde. Parce que Karen, c'est l'arc le plus douloureux de Born Again saison 2 pour Matt. Pas Fisk, pas Bullseye, Karen. Karen qui lui dit qu'il doit franchir la ligne, tuer Fisk si nécessaire. Karen qui voit ce que Matt refuse de voir, que sa règle de ne pas tuer ne protège pas les innocents, elle protège sa propre image de lui-même. Et Matt qui entend ça, qui comprend que c'est au moins partiellement vrai, et qui dit non quand même, c'est fort. Parce que si Matt franchit cette ligne, il perd la seule chose qu'il distingue de Frank Castle, qu'il distingue de Fisk. Et si Matt devient Frank Castle, qu'est-ce qui reste de toutes ces années de confession et de souffrance et de foi ? Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Matt Murdock laisse enfin entrevoir sa faiblesse, juste avant les menottes. C'est la première fois qu'il dit clairement, sans équivoque, sans la retenue habituelle, qu'il aime Karen. Et il le dit au moment où il sait qu'il va partir. Parce que Matt Murdock est capable de dire « je t'aime », de dire la vérité, que quand il sait qu'il n'a pas d'autre choix et qu'il ne peut pas rester. Mais sa règle de pas tuer, est-ce que c'est une force morale ou un mécanisme d'autodéfense ? Il faut qu'on parle de ça directement. La règle de Matt de ne pas tuer, peu importe les circonstances, c'est la chose la plus débattue de cet univers. Frank Castle la démonte épisode par épisode. Karen la remet en question saison après saison. Jessica Jones la juge avec un regard particulièrement patient. Et la série, elle donne des arguments des deux côtés, mais sans trancher. Ce que j'ai envie d'essayer de te faire ici, c'est pas de te dire si Matt il a raison ou s'il a tort. C'est te pointer quelque chose d'un peu plus subtil. Matt, il tient à cette règle avec une intensité qui va au-delà de la conviction morale. Il y tient comme à une identité, comme à une seconde peau. Parce que sans cette règle, Matt est juste quelqu'un de très doué pour blesser les gens. Avec cette règle, il est Daredevil, l'homme sans peur, le diable de Hell's Kitchen qui protège sans franchir la ligne ultime. La règle de ne pas tuer, c'est pas ce qui définit ses actions, c'est ce qui définit qui il pense être. Et perdre cette règle, ce serait pas perdre une limite morale, ce serait perdre le récit entier sur lequel sa vie est construite. C'est pour ça qu'il peut pas l'abandonner, même quand ça coûte des vies autour de lui. Pas parce qu'il s'en fout de ses vies, mais parce que perdre ce récit, c'est perdre Matt Murdock. Et il a déjà perdu tellement de choses qu'il peut pas se permettre de se perdre lui-même. Et là, vous allez vous dire, mais où est-ce que tu veux nous emmener ? Bah, juste ici en fait. Frank Castle, il a choisi de ne pas survivre. Matt Murdock, lui, a choisi de survivre, mais uniquement s'il souffre assez pour le mériter. C'est deux façons différentes de faire la même chose, de transformer une blessure originelle en architecture de vie entière, de construire autour d'une douleur fondatrice quelque chose qui ressemble à un but, à une mission, à une identité. Et la différence entre les deux hommes, elle est là. Frank sait qu'il fait ça, il te le dit, il le revendique. Matt Murdock appelle ça de la foi. Et c'est ça qui fait que Matt Murdock est plus difficile à regarder en profondeur et à analyser que Frank Castle. Parce qu'on connaît tous quelqu'un qui fait ça, qui transforme la culpabilité en moteur, qui ne peut pas recevoir quelque chose de bien sans immédiatement faire en sorte de payer en retour, qui dit je t'aime seulement au moment où il doit partir, qui se bat avec les autres avec une intensité qui est aussi secrètement une façon de se punir. On connaît tous quelqu'un comme ça. Peut-être qu'en regardant Matt Murdock et cette analyse, tu penses à quelqu'un en particulier. Peut-être même que tu penses à toi. Et je vais redire la même phrase parce qu'elle m'a plu, mais Matt Murdock, c'est pas un modèle, c'est pas un anti-héros cool, c'est un miroir. Un miroir qui te montre ce qui se passe quand tu confonds la souffrance et la vertu. Quand tu crois que mériter le bien, ça veut dire avant tout le payer. Quand tu construis une identité entière sur l'idée que t'as pas le droit d'arrêter de courir et de souffrir. La saison 2 de Born Again se termine avec Matt en prison. Il a gagné, il a sauvé Karen, il a détruit Fisk politiquement et il finit en prison. Les menottes, un couloir et quelque chose sur son visage qui ressemble pas tout à fait à de la résignation, qui ressemble un peu plus à de la paix. Et c'est peut-être la chose la plus triste de ton arc. Matt Murdock est en paix quand il paye. Il sera jamais en paix autrement. Et tant qu'il n'arrivera pas à comprendre ça, vraiment, profondément, au-delà des confessions du dimanche, il recommencera. Il recommencera toujours.